Bonjour à tous, la chronique asiatique va porter aujourd'hui sur les tensions entre la Chine et Taïwan. Actualité oblige bien évidemment, d'abord consécutivement au voyage d'Emmanuel Macron en Chine et aux propos du président de la République sur le trajet du retour dans lequel il a invité les Européens à ne pas être trop concernés par ce conflit interdétroit. Et puis aussi évidemment en référence aux récentes manœuvres militaires chinoises, 3 jours d'exercice militaire d'encerclement de Taïwan, consécutivement à la rencontre à Los Angeles de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et du nouveau, si on peut le dire ainsi, président de la Chambre des représentants américains, Kevin McCarthy, une visite qui a évidemment, comme d'habitude, je dirais, été dénoncée par Pékin. Alors, il me semble nécessaire peut-être ici de revenir sur un certain nombre d'idées reçues pour peut-être désamorcer cette crise, qui est une zone de tension inévitable bien évidemment, mais qui doit nous inviter à faire preuve de prudence quant à la manière de l'appréhender. Et c'est d'ailleurs cette prudence que le chef de l'État français a essayé de mettre en avant dans ses propos. On retrouve notamment du côté de ces gesticulations ou manœuvres ou pressions chinoises une tendance qui n'a fait qu'aller crescendo depuis maintenant 2016 et l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen à la présidence de Taïwan. Tsai Ing-wen est actuellement dans son 2e mandat présidentiel. Il y aura une élection en janvier prochain, janvier 2024, et on peut estimer que les pressions chinoises s'invitent d'une certaine manière dans la pré-campagne qui est actuellement en cours. On connaît d'ailleurs déjà l'un des candidats, celui du Parti démocratique progressiste de Madame Tsai, c'est son vice-président, William Lai, et donc on peut évidemment estimer qu'il n'est pas le candidat idéal pour Pékin et qu'on cherche donc à faire pression. D'autre part, on relève que sur l'année 2022, il y avait eu pas moins de 2000 incursions dans les eaux territoriales taïwanaises et puis dans l'espace aérien taïwanais. Et donc, il n'y a finalement rien de nouveau dans les exercices que nous avons relevés ces derniers jours, sinon une continuité et quelque chose d'ailleurs de moins important en intensité que ce que nous avions observé en août dernier, quand Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, avait effectué un déplacement de quelques heures à Taïwan. Alors cette tension doit évidemment nous inviter à être très prudents quant à un risque d'escalade. Cependant, toute comparaison avec le conflit ukrainien, qui est assez facile, je dirais, n'en est pas moins déplacée du fait de la relation entre les deux entités, du fait aussi peut-être des capacités qui sont celles de Taïwan à se défendre, des capacités qui permettraient tout simplement de tenir un siège pendant une durée a priori assez longue. Et puis on imagine également qu'un conflit, si malheureusement conflit il y a dans ce détroit, aurait des conséquences économiques profondes sur la relation entre Taïwan et la Chine, compte tenu de l'importance de cette relation, voire même de l'interdépendance économique qui existe et qui est d'ailleurs reconnue de part et d'autre du détroit depuis maintenant plusieurs décennies. On se souvient notamment de cet accord cadre de libre-échange qui avait été signé entre les deux entités en 2009 et qui avait tout simplement vocation à essayer de développer davantage d'échanges entre les deux entités. Mais l'essentiel n'est peut-être pas là dans le risque d'une escalade, mais dans les leçons que nous devons en tirer. D'une part, comme l'a indiqué Emmanuel Macron, il ne faut pas d'une certaine manière tout confondre et entrer dans une logique qui serait binaire, consistant à identifier un camp du bien contre un camp du mal. Certes, les gesticulations chinoises doivent être dénoncées et fortement critiquées, mais elles s'inscrivent de fait dans une stratégie qui, jusqu'à présent, et on ne peut que s'en réjouir, n'a pas conduit jusqu'à un conflit entre les deux entités. D'autre part, il y a sur la compréhension de cette zone et la compréhension de cette question tout à fait épineuse, l'un des principaux nœuds sécuritaires, je dirais, dans le monde, un enjeu qui dépasse cette relation interdétroit. Si conflit il y a,
il aura des implications internationales avec bien évidemment des conséquences beaucoup plus lourdes que la guerre en Ukraine actuellement. Et donc essayer de partir du principe que cette guerre serait inévitable, c'est presque se lancer dans une prophétie autoréalisatrice qui n'est évidemment en rien souhaitable. Et il est par conséquent raisonnable sur ce point, comme sur d'autres questions, mais cette crise est ce qu'elle est, c'est-à-dire potentiellement porteuse d'une multitude d'incertitudes, plus qu'indispensable de se montrer extrêmement prudent et surtout, j'ai envie de dire, d'écouter les Taïwanais. Les Taïwanais veulent-ils la guerre contre la Chine? Non. Et puis les Chinois, accessoirement, veulent-ils la guerre contre les Taïwanais? Pas nécessairement non plus. Et donc, plutôt que d'essayer de greffer sur ce conflit des grilles de lecture qui sont très éloignées des réalités à la fois taïwanaises et chinoises, eh bien, il est tout simplement nécessaire de prendre davantage en considération leurs problématiques, leurs enjeux, leurs craintes également, qui sont légitimes, et tout simplement d'essayer de comprendre comment essayer d'éviter cette conflictualité. Les Taïwanais et les Chinois nous ont appris depuis maintenant plusieurs décennies l'art de la négociation, je dirais, derrière cette opposition frontale que nous connaissons tous, et il faut d'une certaine manière davantage leur faire confiance, en espérant toutefois que les sirènes de la guerre ne sonnent pas trop du côté de Pékin notamment.